on est très heureux ce soir d'être avec vous pour parler de la lumière dans le désordre. On a choisi ce thème parce que c'est l'année mondiale de la lumière. Mais pas seulement, c'est aussi parce qu'on trouve que c'est un thème qui illustre bien l'esprit de l'ESPCI, donc on espère qu'on va vous démontrer pourquoi. Nous sommes 5 à préparer cette conférence. Donc moi-même, Rémi Carminati, donc je suis professeur à l'école et je suis chercheur à l'Institut Langevin. Je suis entre autres responsable de l'enseignement d'optique. Et donc ce soir, avec nous, Valentina Krachmalnikov, donc, qui est chargée de recherche au CNRS, qui travaille aussi à l'Institut Langevin. Charlotte Pellet, qui elle travaille au laboratoire matière molle et chimie et qui prépare une thèse de doctorat, qui est une ancienne élève de l'école. Yannick De Wilde, qui est directeur de recherche au CNRS, qui aussi est chercheur à l'Institut Langevin. Et puis on a une cinquième personne que vous n'allez pas voir beaucoup sur scène ce soir, mais qui est là, qui est Michel Cloître, qui lui travaille au laboratoire matière molle et chimie et qui s'est fortement impliqué dans la préparation de cette conférence. Donc le thème, la lumière dans le désordre, ce soir on va vous parler beaucoup de diffusion de la lumière. Et donc une façon de comprendre ce que c'est que la diffusion de la lumière, c'est de casser du verre. Donc vous savez tous ce que c'est que la réflexion de la lumière, vous avez tous déjà aperçu ou même été gêné par des reflets dans une vitre. Et donc quand on a une surface lisse de verre, essentiellement quand de la lumière arrive sur cette surface, il y en a une partie qui est transmise et une petite partie qui est réfléchie. Et donc cette partie réfléchie, c'est elle que vous voyez quand vous voyez le reflet. Et ce phénomène de réflexion, il est d'autant plus important qu'il y a un contraste de propriétés optiques fort entre l'air et le matériau qui est en dessous, qui est le verre. Et donc, en termes d'optique, on mesure ça par l'indice de réfraction, qui mesure le changement de la vitesse de propagation de la lumière dans les deux matériaux. Et donc, plus le changement de vitesse de propagation est grand, plus il y a de réflexion. Pour passer au régime de diffusion, comme j'ai dit, il suffit de casser du verre. Et donc, si on casse du verre en des morceaux de plus en plus petits, donc on va d'abord passer par un régime où on a des morceaux de verre sur lesquels on a encore envie de dire que la lumière se réfléchit. Et puis, quand on va à des structures beaucoup plus fines, de plus en plus fines, donc on atteint des structures où les particules de verre commencent à avoir des tailles qui sont plus infiniment grandes par rapport à l'échelle caractéristique de la lumière qui est sa longueur d'onde. Donc typiquement, on atteint des échelles qui sont de l'ordre de la dizaine, la centaine de micromètres ou en dessous. Et bien on commence à avoir un phénomène complètement différent où le verre devient très blanc parce que la lumière est fortement diffusée dans le verre puisque chaque particule de verre en fait envoie de la lumière dans toutes les directions. Et donc pour illustrer de manière très simple ce que c'est que le phénomène de diffusion de la lumière, il suffit de regarder la diffusion d'un faisceau laser. Donc si on crée un milieu de propagation dans lequel vous avez des petites particules, vous voyez la trace du faisceau laser. Ce que vous voyez devant vous, on peut le faire un peu plus haut si vous voulez, je vois des gens qui se lèvent au fond. Ce que vous voyez devant vous, c'est la trace du faisceau laser. N'ayez pas peur pour vos yeux. Toutes les expériences qu'on a fait avec des lasers ici ce soir sont complètement sans risque pour vous. Mais alors pourquoi vous voyez la trace du laser? Parce que ce que j'ai créé ici, c'est un milieu avec des petites particules fines. Ces particules diffusent la lumière, donc elles prélèvent une partie de la lumière et l'envoient dans toutes les directions, en particulier dans votre œil. Et donc ce que vous voyez, c'est la trace du faisceau laser due à la diffusion par les petites particules. Et évidemment, en l'absence de petites particules, il n'y a pas de diffusion, et donc vous ne voyez plus la trace du faisceau laser. Donc la dernière chose qu'il faut bien comprendre quand on parle de diffusion de la lumière, c'est comme je l'ai dit, comme pour la réflexion, la diffusion va être d'autant plus forte qu'il y a une différence de propriété optique importante entre ces petites particules et le milieu environnant. Donc si on prend le verre pilé simplement dans l'air, la diffusion ici est due au fait que vous avez non seulement des petites particules, mais des particules de verre dans de l'air, et les propriétés optiques sont différentes. Si on remplit le petit réservoir avec de l'eau, donc l'eau va réduire un tout petit peu le contraste de propriétés optiques, et donc ça va diffuser un petit peu moins, et on continue à avoir de la diffusion. Et alors ce qui est magique, c'est que si on remplit le même matériau ici, on remplit tous les interstices avec de l'huile, donc ici le verre est toujours présent, c'est toujours le verre pilé, mais on a rempli avec de l'huile qui a à peu près les mêmes propriétés optiques que le verre. Et donc, bien que les particules de verre soient encore là, on tue la diffusion parce que le contraste optique est nul, et donc il n'y a plus de lumière diffusée par les petites particules. D'accord? Donc retenez aussi l'idée que la diffusion est d'autant plus forte qu'il y a un contraste optique élevé entre les particules et les milieux environnants. La diffusion, on l'observe dans la vie de tous les jours. Donc vous avez certainement tous déjà vu des images comme ça, simplement regarder une source de lumière dans le brouillard. Et donc aussi une chose importante dont on va vous parler aujourd'hui, c'est que selon l'épaisseur et la densité du milieu diffusant, on a des régimes de propagation de la lumière qui sont différents. Donc si on a un brouillard très dilué, la lumière qui est émise ici par la tour Eiffel va arriver à votre œil en se propageant en ligne droite comme s'il n'y avait rien, et donc vous arrivez à former une image très nette de la tour Eiffel ici. Si vous montez un petit peu, le brouillard est un tout petit peu plus épais, donc vous arrivez encore à former une image de la tour Eiffel, mais vous voyez cette image commence à être un petit peu brouillée. Parce qu'on est dans le régime dit de diffusion simple, où la lumière émise par la tour Eiffel avant d'arriver à votre œil a été diffusée en moyenne par une seule particule.
Et puis on a un régime dont on parlera beaucoup à la fin de l'exposé, qui est le régime de diffusion multiple, dans lequel cette fois la lumière, avant d'arriver à l'œil, a été diffusée un très grand nombre de fois par des particules, et donc on a un brouillage complet de l'image. Et donc on vous montrera quand même ce qu'on peut faire avec cette lumière diffuse. Mais ce régime de diffusion multiple, vous en entendrez parler un tout petit peu plus tard dans l'exposé. Alors on va vous parler beaucoup du lien entre la diffusion et les effets de coloration. On fait de l'optique, on a envie de montrer des choses aussi visuelles, et donc on va vous montrer différents exemples. Et la première chose, c'est qu'on va vous expliquer, ou vous réexpliquer, pour ceux qui connaissent, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les couchers de soleil sont rouges, mais on ira même jusqu'à vous expliquer la couleur des yeux. Et donc pour ça, on fera quelques démonstrations expérimentales. Mais le dernier ingrédient qu'il faut que je vous donne avant que vous puissiez voir les expériences, c'est de bien comprendre d'où vient la couleur. On a parlé de diffusion, le deuxième mot-clé important, c'est la couleur, et la couleur, c'est lié à la longueur d'onde de la lumière. Donc je vous rappelle que les ondes électromagnétiques, il y en a tout un spectre, qui vont des ondes que vous pouvez utiliser dans votre four micro-ondes, les rayons X avec lesquels on fait des radiographies. Tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques, et puis parmi ces ondes électromagnétiques, il y en a certaines pour lesquelles votre œil est sensible. Donc la lumière visible, c'est une onde électromagnétique qui est dans une certaine portion de tout ce spectre des ondes électromagnétiques, qu'on appelle la lumière visible. Donc si on zoome ici, on voit apparaître toutes les couleurs, donc du bleu au rouge, et donc ces ondes électromagnétiques pour lesquelles votre œil est sensible sont les ondes visibles, et on mesure les caractéristiques des ondes avec leur longueur d'onde, et donc les longueurs d'onde visibles vont à peu près de 400 nanomètres ou 0,4 micromètres. Je vous rappelle qu'un micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Si vous coupez encore 1000 fois, vous avez le nanomètre. D'accord ? Et donc 400 nanomètres jusqu'à à peu près 800 nanomètres, c'est le spectre de la lumière visible. Et donc ces longueurs d'onde mesurent en fait la couleur. Okay ? Donc on va associer la longueur d'onde à la couleur dans la suite. Donc premier exemple de coloration par diffusion dans des milieux désordonnés aussi, ça c'est une chose importante, on va parler beaucoup de désordre, mais c'est la coloration dans l'atmosphère. Donc vous avez tous observé le ciel bleu, vous avez tous observé des couchers de soleil, et vous êtes certainement nombreux à savoir pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les couchers de soleil sont rouges, mais une façon simple de l'expliquer, c'est de comprendre déjà que ce qui diffuse la lumière dans l'atmosphère, ce sont des petits objets, et que les petites particules, les molécules de l'air, ces petites particules diffusent plus le bleu que le rouge. Techniquement, quand vous envoyez de la lumière sur une particule, la puissance diffusée varie comme l'inverse de la longueur d'onde à la puissance 4. Plus la longueur d'onde est petite, plus ça diffuse. Donc si on envoie de la lumière blanche sur une particule, le bleu est plus diffusé. Donc si vous regardez ici, vous observez le ciel, le soleil est là, ce que vous observez, c'est essentiellement de la lumière bleue. Mais la lumière qui est allée tout droit, quand vous observez le coucher de soleil directement dans l'axe du soleil, elle a été appauvrie en bleu. Donc, puisqu'elle a été appauvrie en bleu, elle prend une coloration rouge-orange, parce qu'elle a perdu du bleu par diffusion. Donc la lumière directe est colorée en orange, et la lumière bleue, la lumière indirecte du ciel, la lumière diffusée est plutôt colorée bleue. Alors on va vous montrer maintenant, expérimentalement, comment créer des couchers de soleil et des ciels bleus artificiels. Et donc c'est Charlotte et Yannick qui vont se charger de ça. Bonsoir. Oui, donc comme Rémi l'a dit à l'instant, en fait, ce type de phénomène atmosphérique peut être reproduit en laboratoire pour autant que l'on soit capable d'augmenter énormément la densité des diffuseurs, de façon à ce que la diffusion se produise sur des échelles de quelques centimètres au lieu de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres, comme c'est le cas dans l'atmosphère. Alors, de tels systèmes ont été réalisés par Charlotte Pellet, comme elle va vous l'expliquer à l'instant. Alors, donc ici, je vais vous montrer une suspension qui est une suspension d'un matériau qu'on appelle suspension de microgel. Donc, c'est une suspension aqueuse dans laquelle on a des tout petits objets, donc de taille environ 10 nanomètres, comme dans l'atmosphère. Et donc, comme vous le voyez ici, l'échantillon apparaît bleuté. Donc ça, c'est la lumière diffusée qui, en particulier, arrive à votre œil bleu, comme la couleur du ciel bleu. Et maintenant, si on éclaire cet échantillon avec de la lumière blanche, donc comme le soleil, en transmission, eh bien, ce qu'on obtient effectivement, c'est une lumière qui apparaît orangée, et donc là, qui s'apparente à ce qu'on voit dans un coucher de soleil. Donc, de cette façon, avec un matériau synthétisé en laboratoire, on peut reproduire un coucher de soleil artificiel. Alors maintenant, si on a moins de moyens et qu'on est dans sa cuisine,
Oui, si on est dans sa cuisine, on peut quand même se débrouiller si vous avez envie de briller dans les salons à moindre frais. Vous pouvez utiliser par exemple un petit peu de lait en poudre. Si vous diluez du lait en poudre à raison de quelque chose comme 1 ou 2 cuillères à café pour 5 litres d'eau, ce que vous produisez, c'est un milieu diffusant dont les diffuseurs sont formés en fait de petits globules graisseux. Maintenant, pour produire l'effet de coucher du soleil, il va falloir éteindre la lumière. En fait, on a réalisé une expérience où on a versé un tel milieu diffusant dans cet aquarium qui est incliné de façon à produire un milieu dont l'épaisseur peut être variée lorsqu'on l'éclaire avec une torche par le dessous. Alors, lorsque j'éclaire ce milieu dans la zone où on est le moins épais, en fait, vous voyez que la lumière qui traverse le milieu est blanche, hein, comme la lampe de poche. Ça, c'est une situation qui est analogue à celle que l'on a lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire que la couche atmosphérique à traverser par les rayons du soleil est d'épaisseur minimale. En revanche, lorsque je me déplace vers les zones où le milieu à traverser devient de plus en plus épais, vous voyez qu'on a cette lumière qui se teinte vers le orange. Et ça, c'est vraiment un coucher de soleil que vous réalisez de façon artificielle. Vous avez perdu le bleu dans la zone la plus épaisse. Et donc, ce qui subsiste, c'est le rouge. Donc, c'est ce qui se passe quand le soleil est à l'horizon. Et donc, les rayons doivent traverser une très grande épaisseur pour parvenir à votre œil. Mais aussi les yeux. Donc, on a pris la photo d'une personne prise au hasard dans le 5e arrondissement. La couleur bleue des yeux, c'est aussi de la diffusion par des petits objets qui donnent cette coloration par diffusion. Alors on peut se dire, oui, mais tout le monde n'a pas les yeux bleus. Oui, parce que dans les yeux se mélange à cette coloration par diffusion une coloration par absorption, par la mélanine. Donc la mélanine, c'est quelque chose qui absorbe beaucoup, c'est ce qu'il y a dans les grains de beauté. Et donc si on place de la mélanine avec ces pigments diffusants qui créent la couleur bleue, ben on peut créer, avec une quantité importante de mélanine, l'absorption des yeux marrons. On peut aussi, en mettant une quantité un peu plus faible de mélanine, créer des yeux verts. Voilà comment se crée la couleur des yeux. D'accord ? Mais le fond coloré des yeux, bleu, c'est la diffusion exactement comme le bleu du ciel. Ce n'est pas toute l'histoire de la coloration par diffusion, puisque maintenant, on va vous montrer que si en plus ces petites particules absorbent la lumière, alors on peut créer un petit peu toutes les couleurs qu'on veut. Et donc des particules qui sont fortement absorbantes dans le domaine visible, c'est des particules métalliques. Et donc on va vous montrer qu'avec des nanoparticules, des petites particules d'or, comment on peut créer de l'or de toutes les couleurs. Puisque l'or c'est jaune, vous allez voir qu'en fait l'or peut être très très différent de la couleur jaune qu'on connaît. La couleur jaune de l'or, c'est la couleur d'une surface lisse d'or comme un miroir, mais vous allez voir qu'on peut, en mélangeant l'absorption et la diffusion par des particules d'or, créer de l'or de couleurs sûrement que vous n'avez encore jamais vues. Ce qu'il faut rajouter à ce qu'on a raconté, c'est que si maintenant une particule est susceptible d'absorber, alors on va changer les couleurs. Alors, pourquoi une particule métallique est susceptible d'absorber la lumière de manière sélective? Donc, si on a une petite particule d'or, quand on l'excite avec de la lumière, ce sont des champs électromagnétiques qui se propagent. Donc, dans la lumière qui se propage, il y a un champ électrique. Donc ce champ électrique, il est susceptible de mettre en mouvement les électrons libres. Donc, dans un métal, il y a des électrons libres. Un métal, c'est comme un gaz d'électrons. Imaginez que vous avez un gaz avec des électrons. Les électrons sont chargés négativement, et donc sous l'action du champ électrique, ils vont se mettre à osciller, puisque le champ électromagnétique de l'onde oscille lui-même. Donc ce champ électrique, il met les électrons en oscillation, exactement comme vous feriez mécaniquement osciller un ressort attaché, une masse attachée à un ressort. Et vous savez que si vous faites ça, si vous trouvez la bonne fréquence, il y a un moment où le ressort va se mettre à osciller avec une grande amplitude, parce qu'on va trouver une résonance. Donc dans ces particules métalliques, il y a la même chose, il y a un phénomène de résonance, qu'on appelle techniquement une résonance de Plasmon, de surface. Et cette résonance, elle va être responsable d'absorption, mais de même que quand on fait le ressort mécaniquement, on trouve la bonne fréquence de résonance, elle va être responsable de l'absorption de la lumière à des fréquences bien spécifiques. Donc si on prend une particule d'or de 30 nanomètres, ici ce qu'on trace, c'est l'absorption en fonction de la longueur d'onde, que directement ici on a codé en couleur. Vous voyez qu'une particule d'or de 30 nanomètres va absorber préférentiellement le vert. Et en plus, elle va diffuser la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de coloration? Ça veut dire que si maintenant on éclaire une solution de nanoparticules d'or, donc on a mis en solution plein de nanoparticules d'or de 30 nanomètres, particules sphériques, avec de la lumière blanche, dans la lumière blanche il y a toutes les couleurs. Mais puisque ces nanoparticules vont absorber préférentiellement le vert,
la lumière qui va rester a un trou dans le vert. Et donc s'il y a moins de vert, il y a plus de rouge, puisque là on absorbe très peu. Donc le rouge reste, et donc la solution prend une coloration rouge. Maintenant vous allez voir comment on peut jouer avec ce genre de solution. Et Valentina va vous parler de coloration par des nanoparticules métalliques. Donc ici, vous voyez une solution rouge, rouge cerise, comme celle dont Rémi vous a parlé, qui absorbe très fortement dans le verre. En changeant la taille et la forme des particules d'or, on peut avoir des suspensions. Donc là, dans ces fioles-là, il y a, comme vous pouvez le voir ici, des particules d'or de taille et de forme différentes. Et comme vous pouvez bien le voir, la couleur, c'est-à-dire l'interaction avec la lumière, change. Vous allez voir au cours de l'exposé que l'or peut avoir d'autres couleurs encore différentes qui ne sont pas celles de l'or massif, celles qu'on connaît, la couleur de cette bague. Donc ça, c'est un effet qui est très bien connu depuis très très longtemps. Déjà, dans l'Antiquité, c'était un effet qui était utilisé. Par exemple, vous pouvez mélanger des nanoparticules de métaux différents avec de la silice. Les Romains connaissaient ça. Dans les vitraux des églises qui ont été faites au Moyen-Âge, on a vraiment exploité cette caractéristique. Ici, vous avez une photo de la Sainte-Chapelle que vous connaissez sans doute très bien. Donc ici, les vitraux ont été effectués en mélangeant la silice avec des particules métalliques de métaux différents. Donc si le rouge est donné par des nanoparticules d'or, si vous prenez d'autres métaux comme le cobalt et le nickel, vous allez avoir une couleur bleue. Le chrome et l'oxyde de fer vont vous donner une couleur verte et le cadmium et l'argent vont vous donner une couleur jaune. Ce qui est important de retenir, c'est que cette coloration va être beaucoup plus stable dans le temps, plutôt par rapport à une coloration qui a été obtenue avec des pigments. Donc là maintenant, je vais vous montrer 3 solutions qui sont là et que vous pouvez voir ici aussi sur l'écran. Dans le premier bécher que vous voyez également là, je n'ai mis que de l'eau très pure. Dans le deuxième bécher, il y a une solution rouge qui est celle-là. Dans le troisième bécher, il y a une solution noirâtre, qui est celle-ci. Je vais vous démontrer maintenant, en faisant une manip, que dans ces 3 solutions, dans la solution rouge et dans la solution noire, il y a effectivement des nanoparticules. Et par la suite, je vais vous montrer que ce sont vraiment des nanoparticules d'or. Alors, comment je vais faire ça? Je vais utiliser l'effet que Rémi a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de diffusion de la lumière. Donc, si on prend la solution où il n'y a que de l'eau, vous pouvez regarder ici, et que j'envoie un laser, je la fais traverser par un laser, je ne vois pas le tracé du faisceau laser. Ceci est dû au fait que l'eau est très pure et donc je ne vois pas la diffusion par les particules. Maintenant, Yannick va rajouter dans cette eau du lait. Et donc là, vous voyez bien qu'on voit la traînée du faisceau laser. C'est exactement le même effet qu'on a pour le bleu du ciel et que vous avez vu tout à l'heure dans l'aquarium. Maintenant, on va regarder la solution rouge. Donc les couleurs ne passent pas très bien à l'écran, mais c'est vraiment, elle est rouge comme celle-ci, elle est rouge comme celle-ci, c'est la même solution. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est que vous voyez très très bien la traînée du faisceau laser. Et ça, c'est dû au fait qu'à l'intérieur de cette solution, il y a des nanoparticules d'or d'environ 30 nanomètres. Maintenant, si je passe à la solution qui est plutôt noire, vous allez voir une très forte diffusion. Et ceci est dû au fait que les particules qui forment cette solution, qui sont dans cette solution, sont des agrégats des nanoparticules d'or très petites. Donc, la taille de l'agrégat est plus grande, donc elle diffuse beaucoup mieux la lumière. Maintenant, on va faire une petite manip, mais qui prend un petit peu de temps. Donc, vous verrez le résultat de la manip dans un petit moment. Donc, je vais vous montrer que c'est vraiment de l'or ce qu'il y a là-dedans. Et pour faire ça, donc Yannick est en train de filtrer la solution noire que vous voyez ici.
Donc, il va la faire passer dans un filtre qui est comme un égouttoir, qui laisse passer tout ce qui est plus petit que 100 nanomètres. Tout ce qui est plus grand que 100 nanomètres va rester au-dessus du filtre. Et donc, tous les amas qui sont contenus dans la solution vont rester au-dessus du filtre. Et je vais vous montrer que la couleur du filtre, après avoir fait évaporer l'eau, est la couleur de l'or, pour vous montrer que c'est vraiment de l'or. Alors, pendant ce temps, ce que je vais vous montrer, c'est que l'or peut encore prendre d'autres couleurs. Donc, vous avez vu de l'or rouge, vous avez vu de l'or noir. Maintenant, on va voir de l'or bleu. Alors, ce qui est fait ici, donc là, c'est une photographie de structures qui sont fabriquées en déposant de l'or. On évapore de l'or et on le dépose sur une surface de verre. Et donc, de gauche à droite, on évapore de plus en plus d'or. Donc là, vous avez des images microscopiques. Sur ces images, ce qui est noir, c'est l'or. Ce sont des images au microscope électronique juste pour vous montrer la structure. Et ce que vous avez au-dessus, ce sont les vraies couleurs de l'or que vous pourriez observer ici. Donc ce que vous avez là, c'est une photo de structures qui sont là. Et on vous proposera à la fin de la conférence de venir en bas de l'amphi si vous avez envie de venir voir un peu toutes les choses qu'on a montrées. Donc vous pourrez voir ces magnifiques couleurs. Et donc cet or que vous avez ici bleu, il est obtenu de la manière suivante. Donc on évapore de l'or. Quand on en évapore très peu, ce qu'on forme sur la surface, ce sont essentiellement, ce qu'on forme, c'est un dépôt de petites particules. Et donc ces petites particules, comme on dit tout à l'heure, elles absorbent plutôt le vert, elles apparaissent rose, rouge. Si vous regardez là, on distingue une légère coloration rose, qu'on voit mieux ici. Et puis quand on va sur la droite, on évapore de plus en plus d'or, jusqu'à former un film continu. Alors ici, on a un film continu d'or, mais le film est suffisamment fin pour qu'il y ait un peu de lumière qui passe à travers. C'est pour ça que ce n'est pas jaune comme l'or habituel, mais que c'est un peu vert, parce qu'il y a de la lumière, non seulement réfléchie, mais la lumière qui passe, qui est transmise. Et si on regarde à travers l'or, en fait, c'est vert. Ce qu'on fait assez peu souvent, parce qu'il faut un film d'or très mince. Et ici, ce qu'on a, c'est un film, vous voyez, qui n'est pas continu. On a un film qu'on appelle semi-continu. C'est un film qui est très désordonné, et dans lequel vous avez un mélange entre les propriétés d'absorption des particules individuelles et de la diffusion de la lumière dans cette structure très compliquée. Alors, cette structure très compliquée, elle donne cette belle couleur bleue, alors, parce qu'en fait, elle absorbe la lumière sur un grand nombre de longueurs d'onde. Donc, elle absorbe dans le rouge, très fortement, c'est pour ça que c'est bleu. Et si on continuait, elle absorbe aussi dans l'infrarouge, mais l'infrarouge, vous ne pouvez pas le voir à l'œil, mais c'est une structure qui absorbe beaucoup de longueurs d'onde. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui a une géométrie fractale. Alors une géométrie fractale, ça veut dire que dans cette structure, il y a toutes les échelles de longueur que vous pouvez imaginer. Donc ça veut dire que la lumière, en gros, quelle que soit sa longueur d'onde, elle va trouver une résonance. Et donc on va avoir pas seulement un pic d'absorption comme dans la particule tout à l'heure, mais plein de pics d'absorption. Et on va absorber sur plein de fréquences. Et donc ça donne cette jolie couleur bleue. Alors une structure fractale, si vous en observez une, il y en a une ici, on pourrait venir voir tout à l'heure un petit peu, mais là, cet ensemble, c'est simplement 4 boules de Noël, mais donc c'est 4 boules sphériques qui sont réfléchissantes. Et si vous observez la réflexion multiple de la lumière à l'intérieur de ce système formé des 4 boules, ben vous observez en fait une structure qui est, ça c'est une photo de ce que vous observez ici, et qui en fait a une structure fractale. Là-dedans, il y a des objets de plus en plus petits, et si on zoome sur la structure, on trouve toujours des échelles de plus en plus petites. Donc vous pouvez venir tout à l'heure, à la fin de la conférence, observer vous-même, simplement en mettant votre œil ici, une jolie structure fractale. Voilà ce qui explique la coloration de l'or ici. Pour conclure cette partie sur les métaux, Valentina va vous montrer le résultat. Oui, alors en fait, je vais vous montrer le résultat d'une manip qu'on avait fait avant, parce que là, le filtre n'est pas encore, l'eau n'a pas encore évaporé. Donc bon, il faudrait attendre encore un petit peu de temps. Donc là, c'est un des filtres qu'on obtient une fois qu'on a filtré la solution noirâtre que je vous ai montré tout à l'heure et qui est ici, et qu'on fait évaporer toute l'eau. Là, la couleur du filtre est vraiment celle de l'or massif. Donc je vous ai bien montré que c'est vraiment de l'or qu'il y a dans cette solution. Alors comme pour les structures qui sont là, tout à l'heure, on mettra sur une table l'ensemble des objets qu'on vous a montré. Vous pouvez venir voir vous-même si vous n'êtes pas convaincu que ce qui est déposé là, c'est bien une couche qui est jaune comme de l'or. Et donc, retenez bien de tout ça on ne vous fait pas un exposé général sur la couleur, mais on vous montre des effets de coloration dus à la diffusion et à l'absorption. Mais retenez bien de tout ça que la couleur, ce n'est pas forcément une caractéristique chimique des objets. Ce qu'on vous a montré là, c'est de l'or partout. Donc chimiquement, tout ce qu'on vous a montré là, c'est la même chose. Mais ça peut être rouge, noir, bleu, rose, vert et jaune. On vous parle beaucoup de diffusion de la lumière par des milieux désordonnés. Et donc on va voir qu'il peut apparaître des choses aussi particulières en termes d'optique quand les milieux sont désordonnés, mais pas complètement désordonnés.
Pour ça, il faut juste se souvenir de la différence entre la diffusion et puis souvent ce qu'on appelle la diffraction, mais finalement qui est aussi de la diffusion par des systèmes ordonnés. Donc je vous ai dit tout à l'heure que quand on envoie de la lumière sur une petite particule, il y a de la diffusion, donc la lumière est réfléchie ou diffusée dans toutes les directions. Maintenant, si on crée un réseau, c'est-à-dire si on ordonne un ensemble de particules de manière périodique, c'est-à-dire qu'on forme un système ordonné, les distances entre toutes ces particules sont toutes les mêmes, on forme un réseau de diffraction. Quand on envoie la lumière sur cet ensemble de particules, ce qu'on va observer, c'est plus de la lumière diffusée dans toutes les directions, mais c'est de la lumière diffusée dans des directions particulières, bien définies. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, chacune de ces particules va diffuser comme la particule isolée, mais sauf que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et donc la lumière, c'est une onde, elle peut produire un phénomène d'interférence. Ça veut dire que quand on superpose deux ondes, on peut obtenir parfois une intensité très forte et parfois une intensité nulle. Et donc quand on superpose les ondes diffusées par toutes ces particules dans le système ordonné, il n'y a que certaines directions bien particulières pour lesquelles on observe de la lumière diffusée réellement. Il y a un objet périodique très simple, un système ordonné très simple de la vie de tous les jours, qui est simplement un CD ou un DVD. Et si vous éclairez un CD ou un DVD avec un laser, vous observez ces ordres de diffraction. Vous voyez que là, vous observez un ensemble de points bleus. Alors c'est aussi un bon détecteur de la maladie de Parkinson, ce truc-là, mais je vais essayer de ne pas trop trembler. Mais donc, vous voyez que les points bleus que vous observez, ce sont ces directions bien particulières pour lesquelles la lumière, non seulement est diffusée, mais tous les petits objets qui sont gravés là sur ce CD, donnent des directions dans lesquelles la lumière interfère constructivement. D'accord? Donc quand on met de l'ordre, on met aussi de l'ordre dans la lumière diffusée. Ce que vous savez également, c'est que maintenant, si on éclaire cette structure, pas avec un laser d'une seule couleur, mais avec une lumière blanche, eh bien, on observe de la diffraction, ces directions bien spécifiques dans lesquelles la lumière va interférer constructivement, mais que ces directions dépendent de la longueur d'onde, elles dépendent de la couleur. Et c'est pour ça que quand vous observez un CD ou un DVD, vous observez cette iridescence, parce que vous avez des directions bien spécifiques de diffraction de la lumière, mais qui dépendent de la longueur d'onde. D'accord? Donc la position de tous les points bleus que vous avez vus, en fait, ces positions vont changer si on passe du rouge au bleu, au vert, etc. Donc la nature utilise ça. La nature utilise des systèmes structurés pour créer de la coloration. Donc la nature utilise des systèmes où on crée de la coloration par absorption, on peut avoir des pigments, quelque chose qui absorbe le bleu ou quelque chose qui absorbe le rouge va être plutôt vert, mais aussi la nature utilise la structuration pour créer de la couleur. Donc on pourrait faire une conférence, d'ailleurs il y en a eu il y a quelques années, entière sur la coloration par des structures ordonnées. Donc ça, ce sont des structures qui sont des réseaux de diffraction. Et la caractéristique de la coloration par ces structures, c'est qu'on a le phénomène d'iridescence, justement parce que quand on éclaire en lumière blanche, les directions d'émission de lumière, de diffusion, dépendent de la longueur d'onde. Et donc on voit des colorations, et si on tourne l'objet devant soi, on va voir la couleur qui va changer. Mais la nature utilise aussi, et ça c'est moins connu, des matériaux désordonnés pour créer de la coloration. Donc cette belle couleur bleue là n'est pas due à un pigment, elle est due à une coloration par diffusion, mais la différence avec ces objets-là, c'est qu'il n'y a pas d'iridescence. Si vous tournez autour de l'objet, vous avez toujours la même belle couleur bleue, et c'est de la lumière diffuse dans un système désordonné. Alors pourquoi un système désordonné peut-il être capable de créer de la coloration? Le point clé derrière ça, c'est qu'on a de l'ordre qu'on appelle corrélé, ça veut dire qu'on a des systèmes qui sont désordonnés, mais qui ne sont pas trop désordonnés. Donc ça veut dire qu'on a des systèmes, vous voyez, quand on regarde ces deux systèmes, si je vous demande lequel est le plus désordonné, vous n'avez pas de mal à me répondre. Ça, c'est un système qui est désordonné, c'est-à-dire que vous avez des particules qui sont positionnées de manière totalement aléatoire les unes par rapport aux autres. Donc les positions des particules sont indépendantes. Là, on a un système qui a de l'ordre partiel. Si vous regardez ce système, vous avez envie de dire qu'il est plus ordonné que celui-ci. Par contre, il n'est pas périodique, ce n'est pas un réseau de diffraction où toutes les positions des points sont équidistantes et bien définies, etc. D'accord? Donc on est dans le cas d'un système désordonné, mais localement, il y a un petit peu d'ordre local. Et cet ordre local, il fait un effet qui ressemble à l'effet de diffraction de tout à l'heure, qui fait que dans le cas de cet animal, c'est essentiellement la lumière bleue qui réfléchit. D'accord? Tout en étant une structure désordonnée. Alors il y a un autre exemple que vous avez, j'ai envie de dire sous les yeux, mais on devrait plutôt dire devant les yeux, c'est la cornée humaine. La cornée, donc le premier tissu que vous avez à l'entrée de votre œil, la cornée, elle est formée comme ça de couches. Donc là, vous distinguez les couches dans différentes orientations, dans lesquelles tous les points noirs ici sont des bâtonnets, c'est des fibres de collagène. Le collagène, c'est ce qui donne la rigidité au tissu. Et donc vous avez des tiges diffusantes. Avec la densité de tiges que vous avez là, la cornée humaine devrait être
diffusante, parce qu'on a des petits diffuseurs très denses, répartis de manière très dense, et la cornée devrait être tellement diffusante qu'elle devrait être laiteuse, aussi réfléchissante que du lait blanc. Or, la cornée, vous savez tous qu'elle est transparente. La transparence de la cornée, elle est due au fait que cette structure, bien qu'elle soit désordonnée, est une structure qui a un ordre partiel. Alors, dans le cas des perroquets, ça donne de la réflexion dans le bleu. Dans le cas de la cornée humaine, ça fait que la cornée est transparente dans le domaine visible. La meilleure façon de s'en convaincre, c'est qu'il y a une maladie de la cornée, qu'on appelle l'œdème de la cornée, dans laquelle, donc ça c'est la cornée saine, avec la structure à ordre partiel, et dans les gens qui souffrent d'œdème de la cornée, ce qui se passe, c'est que la cornée gonfle légèrement. Alors on pourrait se dire, comme la cornée gonfle, elle devient moins dense, donc elle devrait moins diffuser la lumière. Et en fait, ce n'est pas ce qui est observé. La cornée devient laiteuse quand on a la cornée, non pas parce qu'elle se densifie, mais parce que quand elle gonfle, on perd l'ordre local. Cette structure qui était un peu ordonnée devient complètement désordonnée et elle diffuse plus la lumière. Et les gens qui souffrent de cette maladie, on est obligé de leur transplanter une cornée. D'accord ? Donc l'œdème de la cornée, c'est une perte d'un petit peu d'ordre dans l'arrangement des bâtonnets de collagène, et cette cornée devient plus diffusante. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque le milieu se dilue. Voilà donc un effet important de corrélation de désordre. Alors puisqu'on est dans l'aspect ordre partiel et interférence, maintenant on va aller vers un domaine encore plus spécifique, où cette fois on va éclairer des matériaux désordonnés avec de la lumière laser. Et quand on éclaire plus en lumière blanche, comme on fait dans cette pièce, ou comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais avec un laser, ce qu'on va observer, donc si on a un matériau désordonné figé, donc imaginez un matériau désordonné dans lequel les particules sont figées, vous éclairez avec un laser, et ce qu'on va créer, quand on regarde par exemple la lumière transmise, c'est ce qu'on appelle une figure de speckle, ou de tavelure, si on voulait parler en bon français, mais tout le monde dit speckle, donc je vais faire comme tout le monde. Et donc, cette figure de speckle, pensez au réseau de diffraction tout à l'heure avec l'expérience avec le laser et le CD, c'est la même chose, sauf que cette fois, c'est une figure d'interférence très compliquée due à un matériau désordonné. Hein, dans le CD, on a quelque chose d'ordonné et on crée des spots bien définis quand on éclaire avec un laser. Ici, on crée plein de spots, c'est un truc très très compliqué, parce que c'est une structure qui représente le désordre sous-jacent de cette figure. Alors pour se convaincre que c'est un phénomène d'interférence, on peut faire une petite simulation qui a été faite par Romain Pirat, à l'Institut Langevin. Et donc ce qui est fait ici, simplement, c'est de calculer la répartition de lumière qu'on a sur un écran dans une géométrie où on éclaire avec un laser, et puis progressivement, on vient déposer sur une surface des particules de manière complètement aléatoire. Donc quand on a une seule particule, on observe la lumière diffusée par une seule particule. Et puis vous allez voir que progressivement, on rajoute des particules, donc on voit apparaître de la lumière de plus en plus complexe, parce que les ondes diffusées par toutes ces particules vont interférer entre elles, jusqu'à former une figure de speckle. Et donc si on regarde ce qui se passe quand on a 2 particules, 3 particules, et donc je vous rappelle qu'on les place au hasard, donc on forme un matériau progressivement désordonné, et qu'on obtient quelque chose qui, progressivement, va ressembler à cette figure complexe qu'on a ici. Mais c'est simplement la figure qui résulte des interférences, donc de la superposition des lumières diffusées par toutes les particules du matériau désordonné. Ces figures de speckle, c'est très complexe. Mais ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est que derrière cette complexité, il y a des lois fondamentales, et qu'avec ces lois, on peut apprendre des choses sur les matériaux qu'on regarde. Et donc, voilà un exemple de loi fondamentale. Quand on a une figure de speckle comme ça, si on enregistre cette image dans un ordinateur, on peut ensuite mesurer la valeur de l'intensité de la lumière dans chacun des points. Et donc cette intensité, on peut lui définir une valeur moyenne, et puis des fluctuations d'intensité. L'intensité change d'un point à l'autre. Et on peut caractériser techniquement la probabilité d'avoir une certaine valeur de l'intensité. On peut se dire, dans toute cette figure, quelle est la probabilité d'avoir une intensité qui vaut telle valeur. Et bien dans cette figure désordonnée, compliquée, ce qu'on va trouver, c'est qu'il y a une loi universelle. La probabilité de trouver une certaine valeur d'intensité, ça va être une exponentielle décroissante, une courbe décroissante comme ça, qui vous montre en particulier que l'intensité la plus probable là-dedans, c'est 0. Il y a très souvent des points noirs. Voilà le genre de loi cachée derrière ces choses complexes. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vous montrer comment, à partir d'images de speckle, donc de lumière diffusée par des milieux désordonnés, mais qui en plus sont des milieux qui bougent, on peut apprendre des choses sur les matériaux. Et donc c'est Charlotte qui va vous illustrer les speckles dynamiques et ce qu'on peut apprendre en termes de rhéologie sur des microgels.
Alors pour ça, on utilise encore des matériaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les suspensions de microgel. Donc voilà le matériau en question. Ici, on a rajouté en plus des grosses particules qui vont diffuser pour que le matériau soit encore plus diffusant vis-à-vis de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suspension de microgel? Eh bien, les particules de microgel sont des petites particules de polymères réticulés, donc un réseau de polymères réticulés, qui va pouvoir être gonflé par le solvant. Et dans notre cas, le solvant, c'est l'eau. Et donc, ici, avec ce montage, j'ai deux plaques qui sont en verre, donc transparentes. Et entre les deux plaques, j'ai mis de cette suspension de microgel. Et on va pouvoir éclairer par en dessous ces deux plaques, donc éclairer mon échantillon avec un laser. Et on va regarder avec la caméra au-dessus ce qu'on peut observer. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant en remettant le cache. Voilà, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est effectivement ce dont vous a parlé Rémi, c'est une figure de Speckle. Parce que notre matériau est un matériau suffisamment concentré pour que la lumière soit diffusée multiplement et qu'on ait une figure de Speckle. Alors maintenant, si on regarde attentivement cette figure de Speckle, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a des petits scintillements. Vous voyez qu'il y a des points qui s'éteignent et qui s'éclairent à nouveau de façon au cours du temps. Et ceci traduit le fait que le matériau n'est pas un matériau figé, mais dans ce matériau, en fait, comme les particules sont suffisamment concentrées, elles sont organisées dans des structures qu'on appelle une structure de cage, c'est-à-dire que chaque particule de microgel est entourée par ses voisines qui forment une cage autour d'elle, et même si le matériau est au repos, chaque particule peut, de façon locale, bouger dans sa cage. Et donc, ce qu'on voit, ces petits scintillements, ne sont que la signature temporelle des fluctuations de position des particules dans le matériau. Donc on a vraiment une information dynamique ici, qui est traduite par la figure de Speckle. Et maintenant, je vais mettre en mouvement ce matériau, c'est-à-dire que je vais faire bouger une des deux plaques par rapport à l'autre pour le cisailler. Et voici ce qui se passe. La figure de Speckle disparaît. Alors, pourquoi cette figure de Speckle disparaît? Eh bien, quand on cisaille le matériau, en fait, on va casser la structure de cage et on va pouvoir faire bouger les particules de microgel sur des beaucoup plus grandes distances et à des vitesses beaucoup plus grandes que lorsque le matériau est au repos. Et donc, la figure de Speckle va aussi, elle, évoluer, mais de façon tellement rapide que notre œil n'est pas capable de suivre l'évolution de cette figure de Speckle successive. Donc ce qu'on voit, cette image homogène, ce n'est qu'un moyen-âge temporel de notre œil de toutes ces images de Speckle. Et maintenant, si je remets le matériau au repos, eh bien vous voyez qu'on retourne à une figure de Speckle qui traduit la structure d'équilibre du matériau, petit à petit, qui se refige. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a encore une loi cachée dans ce Speckle dynamique, puisqu'on peut extraire une fonction qui s'appelle la fonction de corrélation de cette image. Et donc, c'est une fonction qui va évoluer au cours du temps et qui porte comme information, par exemple, le temps de décorrélation du matériau, donc qui correspond à peu près au temps que met la figure de Speckle à changer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce temps de décorrélation, typiquement, traduit, est proportionnel même à l'âge du matériau. C'est-à-dire que, par exemple, après 3 secondes, j'arrête le cisaillement. Après 3 secondes, ma figure de Speckle va encore évoluer relativement rapidement, mais après 3 heures, elle va être quasi figée et donc elle va évoluer beaucoup moins rapidement. Et enfin, donc très brièvement, de cette figure de Speckle et de cette fonction de corrélation, on peut aussi déduire des propriétés rhéologiques, c'est-à-dire des paramètres qui nous renseignent sur la façon dont ces matériaux s'écoulent. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de la microrhéologie, alors des solides mous, c'est la classe de matériaux à laquelle appartient
appartiennent ces suspensions de microgel. Et ces données, donc de modules élastiques et de modules visqueux, en fonction de la fréquence de sollicitation, nous renseignent sur le caractère solide ou liquide du matériau. Et cela est très utile pour des applications, par exemple en cosmétique ou en agroalimentaire, des applications pour lesquelles on veut choisir des propriétés particulières d'écoulement des matériaux, comme les fluides à seuil ou les fluides suspendants. Voilà, donc on arrive dans la dernière partie, où cette fois on va de nouveau oublier un peu le speckle, on va revenir à des choses qui sont plus communes dans la vie de tous les jours, et donc on va revenir à de la lumière diffuse, et puis vous parler un petit peu de coloration dans les nuages, et puis on terminera par des aspects liés à la coloration dans les tissus biologiques. Donc cette fois on va parler du régime de diffusion multiple dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui pour lequel la lumière entre la source de lumière et l'œil a été diffusée un très très grand nombre de fois par des particules, et donc ce qu'on observe c'est un halo diffus. Pensez à un phare de voiture dans le brouillard. Donc on observe cette tache diffuse de lumière, et c'est de ça dont on va parler maintenant. Et donc cette tache de lumière diffuse, là vous avez une photographie de la propagation d'un faisceau laser dans un verre de lait. Et donc cette tache de lumière diffuse, microscopiquement, elle est due au fait, n'oublions pas que la lumière c'est des ondes, donc c'est quelque chose de très très compliqué microscopiquement ce qui se passe. Vous avez ces ondes qui sont diffusées un très très grand nombre de fois par les microparticules ou les nanoparticules du matériau. Mais quand on regarde cette figure à une échelle plus macroscopique, c'est-à-dire qu'on regarde globalement ce qui se passe, en fait, il y a quelque chose de magique, c'est qu'en fait, on peut comprendre un grand nombre de ces phénomènes en lumière diffuse en imaginant que la lumière, c'est un ensemble de petites particules elles-mêmes. La lumière elle-même est un ensemble de particules qu'on peut appeler photons si on a envie, et que ces particules, en fait, obéissent à un processus de marche aléatoire dans le milieu, exactement comme des particules d'un gaz qui diffuseraient à travers un milieu poreux ou qui diffuseraient dans un autre gaz. Donc on peut comprendre ça comme si la lumière, c'est des particules qui font des rebonds sur des obstacles. Et donc, macroscopiquement, ces photons font une marche aléatoire, donc ils font un trajet extrêmement compliqué à l'intérieur du milieu avant de ressortir. Et donc, on peut même modéliser la propagation de la lumière sous forme de marche aléatoire. Donc, on peut comprendre la propagation de la lumière dans une expérience comme ça, en faisant des calculs, comme si la lumière était formée de petites particules qui se déplacent sous forme de marche aléatoire. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on peut faire une analogie. On peut comprendre de manière tout à fait analogue la diffusion de la lumière dans un milieu fortement diffusant comme un brouillard ou même comme le lait ou comme un tissu biologique et faire l'analogie avec le transport de particules, de vraies particules, par exemple dans un milieu poreux. Et donc là, vous avez la trace de la marche aléatoire d'une particule qui se déplace dans un milieu qui est rempli d'obstacles. Donc cette particule fait plein de rebonds. Et puis ce qu'on sait dans ces processus de transport de particules, c'est qu'il y a des lois générales. Par exemple, une loi générale, c'est que la probabilité que la particule soit transmise à travers une couche d'épaisseur L de matériau, pensez à une couche qui a une certaine épaisseur, est proportionnelle à l'inverse de l'épaisseur. Donc c'est en petit L sur grand L. Grand L, c'est la taille du milieu. Et petit L, c'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen, c'est la distance moyenne entre deux chocs. Alors ça, il y a plein de lois connues qui dépendent, qui viennent directement de ce phénomène. Par exemple, la résistance électrique d'un fil, c'est lié à ça. La résistance électrique d'un fil, c'est lié au fait que les électrons dans le fil, qui transportent, le courant c'est un transport d'électrons, le courant électrique, ces électrons dans le fil vont faire des collisions avec les impuretés du métal. Et puis aussi avec les phonons pour les spécialistes quand on est à température non nulle. Mais donc ces impuretés dans le métal vont faire que les électrons vont collisionner, ils vont rentrer dans un régime de marche aléatoire, et on obtient que la transmission des électrons, qui est en fait la conductance électrique, l'inverse de la résistance, décroît comme 1 sur la longueur du fil, ou bien la résistance croît comme la longueur du fil. Donc voilà un autre exemple d'analogie. Donc avec ça, du coup, on peut comprendre des phénomènes comme la couleur des nuages. Vous avez tous vu ce genre de choses. Alors je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi on voit de temps en temps des nuages noirs. Parce que les nuages, c'est essentiellement de l'eau, c'est pas absorbant dans le visible, donc il n'y a pas de raison que ça soit noir. Et puis si vous prenez l'avion, vous savez certainement que quand vous êtes au-dessus des nuages, les nuages sont toujours extrêmement blancs. D'ailleurs, ça fait mal aux yeux quand on regarde par le hublot. Il n'y a jamais de nuages noirs en avion. Donc qu'est-ce qui se passe? Simplement que le nuage, c'est un milieu fortement diffusant pour la lumière. Et donc ce nuage, la lumière diffuse, va être transmise avec cette loi en 1 sur l'épaisseur du nuage. Donc plus le nuage est épais, ou plus son libre parcours moyen est petit, ce qui veut dire qu'il est très dense, moins il y a de lumière transmise. Et si la lumière est peu transmise, c'est qu'elle est réfléchie. Donc quand vous êtes au-dessus des nuages,
vous voyez essentiellement de la réflexion. Donc un nuage très noir quand on est au sol, en fait, il va être très blanc quand on est au-dessus. Là, on peut se dire pourquoi on le voit noir et pas blanc. En fait, ça, c'est votre œil qui vous trompe. Tous ces nuages sont blancs. Sauf que quand vous mettez un nuage peu lumineux à côté d'un nuage plus lumineux, votre œil code ça comme une couleur grise. Ce gris-là, c'est du blanc moins lumineux que le blanc d'à côté. Pour vous montrer, c'est simple. Voilà un beau nuage blanc dans le ciel. Si à côté de ce nuage blanc, je place un nuage un peu plus blanc et un autre nuage encore plus blanc, vous voyez que le nuage central devient gris. Alors, il n'a pas changé de couleur. Enfin, il faut me croire, mais vous pouvez faire vous-même l'expérience. Tout ça, de manière colorimétrique, c'est du blanc. La seule chose qui change, c'est la luminosité. D'accord ? Donc, c'est le contraste qui vous donne l'impression qu'il y a des nuages noirs, mais tous les nuages sont blancs. Mais un nuage noir, c'est un nuage qui transmet moins que celui d'à côté. Et donc, pour terminer, c'est intéressant de se poser la question aussi de phénomènes de lumière diffuse à travers des tissus biologiques, votre peau, par exemple. Et donc, les tissus biologiques, alors vous savez qu'ils sont fortement absorbants dans le domaine visible, parce qu'on ne voit pas à travers vous. Cependant, il y a dans les tissus biologiques une zone de longueur d'onde pour laquelle les tissus, donc ça c'est l'absorption, les tissus absorbent un peu moins. Donc si vous faites cette expérience, vous allez voir la lumière rouge qui traverse votre main, parce que les tissus biologiques sont un peu moins absorbants dans le rouge que dans le bleu. Et donc la lumière rouge peut traverser quelques centimètres de tissu biologique. D'accord ? Donc ça c'est une première chose qu'il faut retenir pour l'expérience qui va suivre. La deuxième caractéristique des tissus biologiques, c'est que essentiellement, cette lumière qu'a traversée, elle a été diffusée. Et essentiellement, ce qu'elle a diffusé, c'est les cellules ou des structures qui sont formées d'un certain nombre de cellules. Donc, c'est des structures qui sont à des échelles au-delà du micron. Et donc, c'est des structures qui sont plutôt grandes par rapport à la longueur d'onde. Donc, on n'est plus dans le régime tout à l'heure de diffusion par les petites particules qui sont responsables du bleu du ciel. Mais on est plutôt dans un régime où les particules sont de taille comparable ou même plus grande que la longueur d'onde. Et donc, une caractéristique de ces particules, c'est qu'elles diffusent beaucoup la lumière vers l'avant. Alors, ça se voit très bien, par exemple, dans l'expérience qu'on a faite tout à l'heure avec le laser, mais sauf qu'il ne faut pas le faire avec le laser, parce qu'il faudrait approcher son œil dans la direction proche de la direction incidente du laser. Donc, il ne faut jamais faire ça. Mais ça se voit très bien si vous avez de la poussière dans une chambre et que vous avez un rayon de soleil qui passe par le trou d'un volet. S'il y a de la poussière, vous avez tous déjà vu la trace. La prochaine fois que vous voyez ça, approchez votre œil de la direction de la lumière. Vous allez voir que quand vous l'approchez, les particules deviennent beaucoup plus brillantes. Parce que ces particules de poussière sont des grosses particules et elles diffusent beaucoup la lumière vers l'avant. Donc ça, c'est une caractéristique aussi des tissus biologiques. Et donc, il y a une question qu'on peut se poser, qui est la question de la coloration du sang dans les veines. Donc d'abord, il y a deux choses à dire. Le sang, c'est essentiellement formé de grosses particules qui diffusent préférentiellement le rouge. Ces grosses particules étant les globules rouges. Elles le diffusent beaucoup vers l'avant. Mais il y a quelque chose de paradoxal, si vous regardez vos veines, vous avez tous déjà vu que les veines sous 1 mm de peau, elles sont bleues. Or, quand on vous fait une prise de sang, vous savez que le sang qui sort n'est pas bleu. Il est quand même rouge. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vous montrer ça et vous l'expliquer. Et donc, c'est la dernière manip qui va suivre. Et donc, Yannick et Valentina. Donc, pour vous l'expliquer, en fait, j'ai choisi de ne pas m'ouvrir les veines, même s'il pleut depuis 4 ou 5 jours et que parfois le RER est en retard, parce que la vie est beaucoup trop belle pour ça. Mais au lieu de ça, j'ai acheté dans chez le volailler du coin une cuisse de poulet, et en fait, j'ai fait passer sous la peau de cette cuisse de poulet une veine artificielle sous la forme de ce petit tube, ce petit tuyau en plastique transparent. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter dans ce petit tuyau, dans cette veine artificielle, un sang tout à fait artificiel aussi, donc personne ne doit tomber en syncope. C'est simplement de l'aquarelle dont on a trouvé qu'elle est composée de grosses particules diffusantes qui diffusent vers l'avant, un petit peu comme le font les globules rouges dans le sang, comme ce que vient de vous expliquer Rémi. Pour expliquer l'origine de la couleur du sang, d'abord, je pense qu'il faudrait peut-être éteindre une demi-seconde. Comme Rémi l'a montré, si j'utilise cette torche et que j'éclaire ma main au travers, vous avez tous joué à ça à un moment ou l'autre dans votre vie, vous voyez que la lumière qui la traverse est rouge.
C'est lié au fait que, comme Rémi l'a dit, les photons rouges sont plus pénétrants dans les tissus humains. En revanche, les photons bleus, eux, sont très peu pénétrants et en fait, lorsqu'ils diffusent au niveau de la peau, en fait, ils restent confinés à une région qui est de l'ordre de 1 mm environ. Ils ne vont pas plus loin que 1 mm. Et donc, la conséquence de ça est importante au niveau de ce qu'on voit au niveau des veines. Parce que si maintenant, en fait, on a une veine sous la peau, une veine, typiquement, c'est situé à une distance qui est de l'ordre de 1,5 à 2 mm sous la peau. Les photons bleus qui diffusent au niveau de la peau ne vont pas être affectés par la présence de cette veine. En revanche, les photons rouges, eux, vont pouvoir atteindre la veine, et ceux des photons rouges qui atteignent la veine vont se retrouver diffusés vers l'avant, et donc à ce moment-là ne vont plus jamais avoir la possibilité de remonter à la surface de la peau comme le feraient les photons bleus. Donc par conséquent, la lumière qui est réfléchie au niveau d'une veine est appauvrie en rouge, et c'est la raison pour laquelle vous la voyez en bleu. Alors, suivant les conditions d'éclairement, la manip que je vais vous montrer avec mon blanc de poulet, mon morceau de poulet va plus ou moins bien marcher. Donc je vais aspirer mon sang artificiel sous la peau de ce poulet. Je ne pense pas qu'il va revenir à la vie. Dans tous les cas, ce que vous voyez, en fait, je pense que c'est plus spectaculaire quand vous venez le regarder directement. Vous voyez que le liquide qui passe sous la peau de ce poulet est beaucoup plus bleuté que le liquide qui passe dans le petit tuyau que vous voyez par-dessus. Et donc c'est exactement ce phénomène-là qui se passe au niveau de la peau. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le sang de vos veines bleues. Et donc de façon anecdotique, en préparant cet exposé, j'ai vu que au XVIIe siècle et les siècles suivants, 18, 19, en fait c'était une coquetterie chez les femmes de se maquiller, d'accentuer le bleu de leurs veines, parce que c'était, si vous voulez, un signe extérieur de richesse que de paraître pâle et donc d'avoir les veines bleues très visibles. Et c'est l'origine de l'appellation qu'on donnait à la noblesse. On dit que les nobles ont le sang bleu, c'est parce que les nobles avaient à l'époque les veines très apparentes parce qu'ils ne devaient pas travailler au champ et donc ils étaient exempts de bronzage. Mais il n'y a pas le moindre pigment bleu dans l'organisme, hein, comme je le disais la semaine dernière. On n'est pas des schtroumpfs ni des gens d'avatar. Ce sont uniquement des effets de diffusion de la lumière qui sont responsables du bleu, que ce soit au niveau des veines ou au niveau de la couleur de l'iris. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc on espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Alors, avant de conclure, je voudrais quand même remercier un certain nombre de personnes, parce que l'organisation d'une conférence comme ça, c'est pas mal d'implications de beaucoup de gens. Donc déjà, je voudrais vraiment qu'on remercie chaleureusement l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes et le SPCI, qui fournissent le cadre à ces conférences expérimentales, qui sont assez uniques. Je ne connais pas d'équivalent, donc je pense que vous le savez puisque vous venez. Je voudrais remercier particulièrement José Bico et Teresa Lopez-León qui nous ont motivés à faire cette conférence et qui se sont chargés du cadre et de la programmation. Et puis un certain nombre de personnes qui sont listées ici, qui sont des personnes qui sont intervenues dans la préparation technique de la conférence ou sous forme de conseils scientifiques. Je voudrais remercier le Club Théâtre pour des raisons que le Club Théâtre va comprendre, puisqu'on leur a demandé un petit peu de main-d'œuvre. Je peux le dire, il y avait dimanche une première du théâtre, donc avec la scène de théâtre montée. On leur a demandé de démonter la scène pour pouvoir faire la conférence dans des bonnes conditions, sachant que je crois qu'il faut qu'ils la remontent pour demain, et que c'est quelques heures de travail, donc on les remercie chaleureusement d'avoir accepté. Et puis évidemment le volailler de la rue Mouffetard, pour des raisons que vous avez comprises avec la dernière expérience. Merci.